Le silence pesait plus lourd que le rôti sur la table, un silence assourdissant qui résonnait dans chaque recoin de notre salle à manger parisienne. Chaque rire étouffé, chaque chuchotement complice, chaque regard échangé entre les membres de ma famille me transperçait comme des aiguilles glacées. J'étais là, au bout de la grande table en bois massif, un fantôme invisible dans ma propre maison. Mon assiette, autrefois un symbole d'abondance et de partage, restait pleine, intouchée, tandis que mon verre, vide, reflétait le néant de ma présence. Mon cœur, lui, était une coquille brisée, vidée de toute substance. C'était le dîner d'anniversaire de ma belle-fille, Chloé, qui célébrait ses 25 printemps aujourd'hui. Elle rayonnait, un sourire éclatant illuminant son visage, entouré de sa mère, ma femme Isabelle, de son frère Thomas et de ses grands-parents maternels. Ils formaient un cercle chaleureux, un îlot de bonheur dont j'étais irrémédiablement exclu. Et moi, j'étais un simple spectateur, un intrus dans ce tableau familial idyllique. Depuis des mois, cette froideur m'enveloppait, une chape de glace qui s'épaississait chaque jour un peu plus. Un mur invisible, fait de non-dits et de jugements silencieux, s'était érigé entre nous, me coupant du monde que j'avais patiemment construit. La raison de cette mise au banc, une phrase, lancée un soir de dispute qui résonnait encore dans les profondeurs de mon âme comme un glas funèbre, martelant ma conscience. « Votre femme a fait ça ». C'était ma belle-mère, Madame Dubois, qui l'avait prononcé, un venin distillé avec une précision chirurgicale, chaque mot imprégné d'une intention malveillante. Elle parlait d'Isabelle, ma femme, la femme que j'aimais d'un amour inconditionnel, celle pour qui j'avais tout sacrifié, mes rêves, mes ambitions, ma propre identité. Mais ce qu'elle disait n'était pas la vérité, pas toute la vérité, et ce mensonge insidieux, cette demi-vérité perfide, avait empoisonné chaque recoin de notre vie, chaque interaction, chaque pensée. J'avais essayé désespérément de parler, d'expliquer, de me défendre, de déconstruire cette toile d'araignée de calomnie. En vain, leurs regards étaient des lames affûtées, leur silence des condamnations sans appel, des verdicts prononcés sans procès. Chloé, ma belle-fille, celle que j'avais élevée comme ma propre fille depuis ses 5 ans, celle que j'avais aimée et protégée plus que tout, me regardait maintenant avec une distance glaciale, une indifférence qui me déchirait l'âme. Ses yeux, autrefois remplis d'amour, de confiance et d'admiration, étaient maintenant des miroirs reflétant le mépris, le doute et une profonde déception. Chaque jour qui passait était une torture psychologique, chaque repas partagé, un supplice insoutenable. Je me sentais étouffé par cette injustice criante, par ce poids écrasant de leur jugement implacable, par cette solitude abyssale. Je voyais Isabelle, ma femme, essayer de faire bonne figure, de maintenir une façade de normalité, de préserver les apparences pour le bien de la famille. Mais je savais qu'elle souffrait aussi, en silence, rongée par cette accusation infondée qui la rabaissait et la salissait. Elle ne comprenait pas pourquoi je ne me battais pas plus fort pour nous, pour notre honneur, pour la vérité. Mais comment se battre contre des fantômes, contre des mots qui avaient pris racine dans leurs esprits, devenant des vérités inébranlables? Ce soir, alors que Chloé, inconsciente du drame qui se jouait, soufflait ses bougies d'anniversaire, je me suis promis que ça allait changer. Je ne pouvais plus vivre dans cette prison de silence, de reproches et de suspicions. J'allais briser ce mur d'incompréhension, coûte que coûte. Je devais la vérité non seulement pour moi, mais aussi pour Isabelle, et paradoxalement pour notre famille tout entière. Le moment était venu. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Une tempête se préparait en moi, prête à éclater. Je sentais une force nouvelle monter en moi, une détermination inébranlable, une rage froide. Je devais parler. Je devais révéler ce que personne ne savait, ce que j'avais gardé secret pendant si longtemps, pour les protéger, pour préserver leur innocence. Mais ce secret, cette protection bien intentionnée, était devenue notre prison, notre bourreau silencieux. Je devais les libérer, même si cela signifiait tout détruire avant de pouvoir reconstruire, même si cela impliquait de faire face à une douleur encore plus grande. La main tremblante, j'ai posé ma fourchette sur la table. Le bruit métallique, infime dans le brouhaha ambiant, a résonné dans le silence de mon isolement, attirant l'attention. Tous les regards se sont tournés vers moi, enfin. Des regards interrogateurs, agacés, certains même empreints d'une pointe de curiosité. C'était ma chance, ma seule chance de tout changer, de reprendre le contrôle de ma propre histoire. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'air froid remplir mes poumons, purifiant mon esprit. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, devait éclater au grand jour, pour que nous puissions enfin respirer, pour que je puisse enfin respirer. Mon regard s'est posé sur Chloé, puis sur Isabelle. Leurs visages,
Leurs expressions, leurs âmes, étaient des livres ouverts pour moi. Je devais être fort. Pour eux, pour nous. J'ai ouvert la bouche, sentant les mots se former, lourds de sens, prêts à exploser, à déverser leur torrent de révélations. Le dîner, la fête, tout allait basculer dans l'instant. Je le savais, et j'étais prêt à affronter les conséquences, quelles qu'elles soient, aussi terribles soient-elles, car la vérité, même amère, est toujours préférable au mensonge, à l'illusion. Et ce soir, la vérité allait enfin être révélée, dans toute sa brutalité. Le poids de ce secret m'avait écrasé pendant des mois, me privant de mon souffle, de ma joie de vivre. Chaque jour était un fardeau insupportable, chaque nuit une insomnie peuplée de cauchemars. Je revoyais la scène, les visages accusateurs, les murmures incessants, les chuchotements malveillants. « Votre femme a fait ça ?» Cette phrase prononcée avec tant de conviction par ma belle-mère avait semé le doute, la discorde, la désintégration. Et moi j'avais laissé faire. J'avais laissé cette graine de poison germer, grandir, s'épanouir, étouffer tout ce que nous avions construit avec tant d'amour et de dévouement. Mais plus maintenant. Je ne pouvais plus supporter ce silence assourdissant, cette indifférence blessante, cette injustice flagrante. J'étais un homme brisé, oui, mais pas vaincu. J'allais me battre, non pas avec des poings, mais avec la vérité, la seule arme capable de percer les cœurs endurcis, de briser les chaînes de l'ignorance. J'ai regardé ma belle-mère, Madame Dubois, celle qui avait allumé la mèche de cette bombe à retardement. Son visage était impassible, ses yeux perçants, emplis d'une satisfaction malsaine. Elle savourait ma détresse, ma solitude, ma déchéance. Elle pensait avoir gagné, mais elle se trompait lourdement. Elle ne savait pas ce qui allait se passer. Personne ne le savait, sauf moi. Et bientôt tout le monde le saurait, dans toute sa cruauté. Le moment était venu de lever le voile, de déchirer le tissu des mensonges et des illusions, de révéler la vérité, aussi choquante, aussi dérangeante soit-elle. Mon cœur battait à tout rompre, un tambour de guerre résonnant dans ma poitrine, mais ma voix serait ferme, inébranlable. Ma détermination, inébranlable. J'allais parler, et ils allaient m'écouter, qu'ils le veuillent ou non. Pour la première fois depuis des mois, j'allais être entendu, ma voix allait porter, et ce serait le début d'une nouvelle ère, une ère de vérité, une ère de réconciliation ou de destruction totale. Mais au moins, ce serait la fin de ce purgatoire, la fin de cette torture silencieuse, la fin de cette vie de fantôme. Je me suis redressé, sentant chaque muscle de mon corps se tendre, chaque fibre de mon être se préparer au combat. Le souffle court, mais l'esprit clair, aiguisé comme une lame. Le moment était venu. Le silence était palpable, l'attente insoutenable, presque suffocante. Tous les yeux étaient rivés sur moi, leurs expressions variant de l'agacement à la curiosité, de l'incrédulité à l'hostilité. Mais aucune trace de compassion. C'était bien, je n'en avais pas besoin. J'avais besoin de leur attention, et je l'avais. J'allais l'utiliser, pour tout changer, pour toujours. La vérité allait éclater, et rien ne serait plus jamais comme avant. La table, autrefois un lieu de rassemblement joyeux, était devenue une arène et moi, le gladiateur solitaire, prêt à affronter les fauves de l'ignorance et du jugement. Chaque seconde qui s'écoulait était une éternité. Chaque battement de mon cœur, un compte à rebours vers l'inconnu. Je dois vous dire quelque chose. Ma voix, étonnamment stable malgré la tempête qui faisait rage en moi, a brisé le silence oppressant, résonnant dans la pièce comme un coup de tonnerre. Les regards, déjà intenses, se sont intensifiés davantage, certains empreints d'une curiosité morbide, d'autres d'une hostilité à peine voilée. Isabelle, assise à mes côtés, a posé une main sur mon bras, un geste de soutien discret mais ferme, un ancrage dans cette mer déchaînée. Elle savait que j'allais parler, que le moment de la confrontation était arrivé, mais elle ignorait l'étendue de ce que j'allais révéler, la profondeur du gouffre que j'allais ouvrir. Cela fait des mois interminables, que je vis dans l'ombre d'une accusation infâme, une accusation qui a brisé notre famille, qui a semé la discorde, la méfiance et le ressentiment entre nous, une accusation lancée par vous, Madame Dubois, avec une cruauté calculée et acceptée sans la moindre question, sans le moindre doute par le reste d'entre vous. J'ai pointé ma belle-mère du doigt, mon geste lent et délibéré, ma voix chargée d'une gravité solennelle. Son visage s'est figé, ses lèvres se sont pincées, trahissant une nervosité sous-jacente. Vous avez dit, avec une conviction glaçante, « Votre femme a fait ça ». Vous parliez de l'incident du fonds de dotation de Chloé. Le fonds qu'elle devait recevoir à ses 25 ans et qui a mystérieusement disparu, s'évaporant dans la nature.
Un murmure a parcouru la table, un frisson d'incompréhension et de malaise. Chloé, les yeux écarquillés, m'a regardé, son visage pâle trahissant une profonde trahison. Son frère Thomas a serré les poings, prêt à défendre sa sœur. Vous avez insinué avec une perfidie sans nom qu'Isabelle avait volé cet argent, qu'elle avait trahi la confiance de sa propre fille, la chair de sa chair. Vous avez nourri cette idée, jour après jour, goutte après goutte, jusqu'à ce qu'elle devienne une vérité incontestable, une certitude inébranlable dans vos esprits. J'ai fait une pause dramatique, laissant mes mots s'imprégner, s'enfoncer dans leur conscience. Mais ce n'est pas la vérité, pas du tout. Isabelle n'a jamais touché à cet argent. Elle n'a jamais trahi Chloé. Elle est innocente de tout ce dont vous l'avez accusée. Les visages autour de la table affichaient un mélange complexe de scepticisme, de colère et d'incrédulité. « C'est un mensonge éhonté !» a crié ma belle-mère, sa voix perçante, brisant le silence. Isabelle était la seule à avoir accès au compte. Elle a tout dépensé pour ses caprices, pour ses folies. Faux. J'ai frappé la table du poing, un geste qui a surpris tout le monde, y compris moi-même par sa violence inattendue. Le bruit a claqué dans l'air, faisant sursauter les convives. Isabelle n'a pas touché un centime de ce fonds, parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai utilisé cet argent. Un silence de mort est tombé, plus lourd que jamais. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes, ceux d'Isabelle de stupéfaction, d'une incompréhension totale. Thomas s'est levé d'un bond, son visage déformé par la confusion. « Quoi ? Papa, de quoi tu parles ? Qu'est-ce que tu racontes ? » « Je parle de la vérité, Thomas. La vérité que j'ai cachée pendant trop longtemps. La vérité qui a détruit ma relation avec vous tous, qui a empoisonné nos vies. » J'ai regardé Chloé, son visage pâle, ses yeux fixés sur moi, cherchant une explication, une échappatoire. « Chloé, je sais que c'est difficile à entendre, mais le fonds de dotation, je l'ai utilisé. » Les larmes ont commencé à couler sur ses joues, traçant des sillons sur sa peau. « Mais pourquoi ? Pourquoi aurais-tu fait ça ? Pourquoi m'aurais-tu trahi ?» Sa voix était un murmure brisé, à peine audible. « Pour te sauver, Chloé. Pour te sauver de toi-même. » Le choc était palpable, une onde de stupeur traversant l'assemblée. Ma belle-mère s'est effondrée sur sa chaise, le visage livide, comme si elle venait de recevoir un coup fatal. Isabelle m'a serré le bras plus fort, son regard interrogateur, cherchant à comprendre le sens de mes paroles. « Il y a 3 ans, Chloé, tu as eu des problèmes, de très gros problèmes. Des dettes de jeu colossales, des fréquentations douteuses, des personnes dangereuses. Tu étais au bord du gouffre, au bord de la destruction. Tu as même failli te retrouver en prison pour une affaire de chèques sans provision. Une escroquerie qui aurait ruiné ta vie. » Chloé a secoué la tête, niant farouchement. Mais ses yeux trahissaient la vérité. Une vérité qu'elle avait enfouie au plus profond d'elle-même. J'ai découvert tout ça par hasard en fouillant dans tes affaires, poussé par une intuition. Tu étais désespéré, au fond du trou. Tu m'as supplié de t'aider, de ne rien dire à ta mère, de garder ton secret. Tu avais peur de la décevoir, de la blesser, de briser son cœur. J'ai senti ma gorge se serrer, les mots devenant difficiles à prononcer. J'ai promis de t'aider. J'ai promis de garder ton secret, de le protéger coûte que coûte. Et pour te sortir de ce pétrin, pour payer tes dettes, pour effacer tes traces, pour te donner une chance de te reconstruire, j'ai dû trouver une somme d'argent considérable. Et vite. J'ai regardé ma belle-mère, son visage déformé par la colère et l'incrédulité. Le fonds de dotation de Chloé était la seule solution rapide, la seule issue possible. J'ai pris cet argent. J'ai tout utilisé pour te protéger, Chloé, pour te donner une seconde chance, une nouvelle vie. Les visages autour de la table étaient un mélange complexe de choc, de confusion, de colère et de trahison. « C'est impossible !» a crié ma belle-mère, reprenant ses esprits. « Chloé n'aurait jamais fait ça. C'est une sainte. Si, elle l'a fait, Madame Dubois, et je l'ai couverte. J'ai pris la décision de le faire seule, sans en parler à Isabelle, pour la protéger elle aussi. Je savais qu'elle n'aurait jamais accepté que sa fille soit mêlée à de telles affaires, que son image soit salie. Et je savais qu'elle n'aurait jamais voulu que l'argent de Chloé soit utilisé de cette manière, pour des dettes de jeu. Mon regard s'est posé sur Isabelle. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais aussi d'une compréhension nouvelle, d'une lumière qui s'allumait enfin. J'ai laissé l'accusation peser sur Isabelle parce que je ne pouvais pas trahir la confiance de Chloé. Je ne pouvais pas révéler son secret, la jeter en pâture à votre jugement impitoyable. J'ai senti la colère monter en moi, une colère froide et justifiée, une indignation profonde. J'ai enduré vos silences méprisants, vos regards accusateurs, vos jugements hâtifs. J'ai accepté d'être le paria, le coupable silencieux, le bouc émissaire, pour protéger ceux que j'aime plus que tout au monde. Thomas, les larmes aux yeux, a regardé sa sœur.
son visage empreint de douleur et de compassion. « Chloé, c'est vrai? Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Chloé, effondrée sur sa chaise, a hoché la tête, incapable de parler, ses sanglots étouffant ses mots. « J'ai vécu un enfer, mes amis. Un enfer de solitude, d'incompréhension et de culpabilité. J'ai vu ma femme souffrir à cause d'une accusation infondée, la voir se consumer à petit feu. J'ai vu ma belle-fille s'éloigner de moi, me haïr, me rejeter, alors que je l'avais sauvée de la destruction. Ma voix a tremblé, chargée d'émotions. Et tout ça, pourquoi? Pour un secret qui nous a tous détruits, qui a déchiré notre famille. J'ai pris une profonde inspiration sentant le poids de mes mots. Mais ce soir, c'est fini. Le secret est révélé. La vérité est là, nue, implacable. Et maintenant, c'est à vous de décider ce que vous en ferez. C'est à vous de choisir entre la haine et le pardon, entre le mensonge et la reconstruction. Le poids de mes mots flottait dans l'air, lourd, palpable, écrasant. Personne n'osait parler. Leurs visages étaient des masques de stupeur, de confusion, de honte. La révélation était trop brutale, trop inattendue, trop dérangeante. Ils avaient tous cru à la version facile, à la coupable désignée, à la solution de facilité. Ils avaient tous jugé sans savoir, sans chercher à comprendre, sans se poser la moindre question. Et maintenant, la vérité les frappait de plein fouet, les laissant sans voix, sans défense. Je me sentais vidé, épuisé, mais aussi étrangement libéré. Le fardeau que j'avais porté pendant si longtemps venait de s'envoler, laissant derrière lui un vide immense. La douleur était toujours là, mais elle était différente. C'était la douleur de la vérité, pas celle du mensonge. Isabelle a serré ma main, son regard rempli d'une tendresse infinie, d'une compréhension profonde. Elle ne m'en voulait pas, elle comprenait. Elle avait toujours cru en moi, au fond d'elle. Et maintenant, elle avait la confirmation de mon amour inconditionnel. J'ai regardé Chloé. Ses larmes coulaient à flots, mais il y avait aussi une lueur de soulagement dans ses yeux, une étincelle d'espoir. Le poids de son propre secret venait d'être partagé, allégé. Elle n'était plus seule. Elle n'était plus obligée de vivre dans la peur constante que la vérité éclate. Mais la réaction de ma belle-mère était différente. Son visage était déformé par la rage, par la fureur. Elle ne pouvait pas accepter que son jugement ait été erroné, que sa version des faits ait été un mensonge, une calomnie. Elle cherchait désespérément un moyen de se défendre, de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, mais il n'y en avait pas. La vérité était là, nue, implacable, et elle était dévastatrice, anéantissante. C'est un mensonge, un tissu de mensonge, a hurlé ma belle-mère, se levant brusquement de sa chaise, la renversant avec fracas. Ses yeux lançaient des éclairs de fureur, mais sa voix, bien que stridente, trahissait une panique grandissante, une peur viscérale d'être démasquée. Elle ne pouvait pas supporter l'idée d'avoir eu tort, d'avoir accusé sa propre fille sans le moindre fondement, d'avoir semé la discorde sur la base de ses propres préjugés. C'est une invention pour protéger Isabelle. Chloé n'a jamais fait ça. C'est impossible. Elle s'accrochait désespérément à sa version des faits, à son illusion de vérité. J'ai les preuves, Madame Dubois. J'ai sorti de ma poche intérieure une petite clé USB, un objet insignifiant en apparence, mais lourd de révélations. Les relevés bancaires détaillés, les courriers des huissiers de justice, les menaces des créanciers, les messages échangés. Tout est là, enregistré, daté, incontestable. J'ai tout gardé, précieusement, au cas où la vérité devrait un jour éclater. Le silence est revenu, plus lourd encore, un silence de mort qui pesait sur chaque âme présente. Le visage de ma belle-mère est devenu cendre, ses traits se sont figés dans une expression de terreur. Elle savait que je ne bluffais pas, elle savait que la vérité était là, incontestable, irréfutable, prête à la consumer. Chloé, qui était restée prostrée, le visage enfoui dans les mains, a levé la tête. Ses yeux, rouges et gonflés par les larmes, se sont posés sur la clé USB, puis sur moi, cherchant une confirmation, une explication. « Papa », sa voix était à peine un murmure, un souffle brisé. « Je suis tellement désolé. » Pour tout, elle a éclaté en sanglots, un sanglot profond, déchirant, mais aussi étrangement libérateur. C'était le cri d'une âme tourmentée qui trouvait enfin le chemin de la rédemption. Thomas s'est approché d'elle, l'a prise tendrement dans ses bras, la serrant fort. « Pourquoi tu n'as rien dit, Chloé? Pourquoi tu nous as caché ça? Pourquoi nous as-tu laissé croire le pire ?» Sa voix était pleine de douleur, mais aussi d'une compassion infinie, d'un amour fraternel inébranlable. J'avais honte, Thomas. J'avais tellement honte de mes erreurs, de mes faiblesses, et j'avais peur de vous décevoir, peur de tout perdre, peur de votre jugement.
Elle a regardé Isabelle, ses yeux implorants. « Maman, je suis tellement désolée pour la douleur que je t'ai causée. » Isabelle, les larmes aux yeux, l'a serré fort contre elle. Un geste d'amour inconditionnel. « Mon amour. » Ces mots étaient un murmure, un pardon silencieux. La scène était déchirante, mais nécessaire. C'était le début de la guérison, le premier pas vers la réconciliation. Et vous, Madame Dubois, vous avez préféré croire au pire. Vous avez préféré détruire notre famille, la déchirer de l'intérieur plutôt que de chercher la vérité, de vous poser la moindre question. J'ai senti une pointe d'amertume dans ma voix, une rancœur tenace. Vous avez jugé Isabelle, vous l'avez condamnée sans appel, sans la moindre preuve, juste sur des rumeurs infondées et des préjugés tenaces. Ma belle-mère a reculé, son visage se tordant de rage et de honte, une expression de défaite gravée sur ses traits. Elle n'avait plus de mots, elle était démasquée, et c'était insupportable pour elle, une humiliation publique. Et moi, j'ai laissé faire. J'ai laissé cette injustice s'installer, s'enraciner. J'ai laissé ma femme souffrir en silence, la voir se consumer à petit feu. J'ai laissé ma belle-fille s'enfoncer dans la culpabilité, la voir se haïr. J'ai regardé Isabelle, mes yeux remplis de remords. Je suis désolé, ma chérie. Je n'aurais jamais dû te laisser porter ce fardeau seul. J'aurais dû parler plus tôt, affronter la vérité. Isabelle a secoué la tête, un sourire triste sur les lèvres. Tu as fait ce que tu pensais être juste, Jean-Luc. Tu as protégé Chloé, et je t'en suis reconnaissante. Ces mots ont été un baume sur mon cœur blessé, une caresse apaisante. C'était la première fois qu'elle prononçait mon prénom avec une telle tendresse, une telle compréhension. Depuis des mois, la tension dans la pièce était insoutenable, palpable, presque électrique. Chloé, toujours dans les bras de son frère, a soudainement pâli, son visage devenant livide. Ses yeux se sont révulsés, roulant dans leurs orbites. « Chloé » a crié Thomas, la secouant doucement. Elle a vacillé, puis s'est effondrée, inanimée, son corps s'écroulant mollement. Un cri perçant a retenti dans la pièce. Isabelle s'est précipitée vers sa fille, le visage décomposé par l'angoisse. « Chloé, Chloé, réponds-moi !» La panique a envahi la pièce, se propageant comme une traînée de poudre. Thomas a essayé de la réanimer, de lui parler, de la secouer. Ma belle-mère, malgré son choc et sa défaite, a réagi instinctivement, appelant les urgences d'une voix tremblante. J'étais là, impuissant, regardant la scène se dérouler sous mes yeux, le cœur serré. La vérité avait éclaté, et elle avait eu des conséquences dévastatrices, imprévues. Mais c'était la seule voie possible, la seule issue. Quelques minutes plus tard, qui m'ont semblé une éternité, les sirènes ont retenti au loin, se rapprochant. Les pompiers et le SAMU sont arrivés en trombe, envahissant la pièce. Ils ont pris en charge Chloé avec professionnalisme, l'ont stabilisée, lui ont prodigué les premiers soins. Elle avait fait un malaise vagal, probablement dû au choc émotionnel intense qu'elle venait de subir. Ils l'ont emmenée à l'hôpital pour des examens complémentaires, par précaution. Isabelle et Thomas sont partis avec elle, leur visage marqué par l'inquiétude. La pièce s'est vidée, ne laissant que ma belle-mère et moi. Le silence était pesant, chargé de non-dits, de reproches silencieux, de regrets. Elle m'a regardé, ses yeux remplis d'une haine froide, d'une rancœur tenace. Vous avez tout détruit, Jean-Luc. Tout. Notre famille, notre paix, notre bonheur. Sa voix était un sifflement, un murmure venimeux. Non, Madame Dubois, j'ai révélé la vérité. C'est vous qui avez tout détruit en semant le mensonge, la discorde et la calomnie. Je me suis levé, sentant une force nouvelle m'envahir, une détermination inébranlable. Et maintenant, il est temps de reconstruire, avec la vérité, sur des bases solides. J'ai ramassé la clé USB, la serrant dans ma main. Je vous laisse réfléchir à tout ça, à vos actions, à vos paroles. Je suis sorti de la maison, laissant ma belle-mère seule avec ses pensées, ses remords, et la vérité implacable. L'air frais et vivifiant de la nuit parisienne a balayé mon visage, purifiant mon esprit. Je me sentais épuisé, vidé de toute énergie, mais aussi étrangement en paix, un calme inattendu m'envahissant. Le chemin serait long, semé d'embûches, de doutes et de douleurs. Mais au moins, nous avions une chance de reconstruire, de pardonner, de guérir les blessures profondes. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était le seul fondement solide sur lequel bâtir un avenir. J'ai sorti mon téléphone. J'ai envoyé un message à Isabelle, un simple mot. « Je suis là, je vous attends à l'hôpital ». Je savais que ce n'était que le début d'une nouvelle ère pour notre famille. Une ère de vérité, de vulnérabilité, et, je l'espérais de tout mon cœur, de réconciliation. Le poids de l'injustice s'était envolé, remplacé par l'incertitude de l'avenir.
Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais de l'espoir. L'espoir que ma famille puisse enfin me voir, non pas comme un fantôme, mais comme l'homme que j'étais vraiment. Un homme qui avait fait des erreurs, oui, mais qui avait toujours agi par amour, par dévouement. Un homme qui avait porté un lourd secret pour protéger ceux qu'il aimait plus que tout. Un homme qui, enfin, avait trouvé la force de révéler la vérité, même si cela signifiait tout faire exploser, tout remettre en question. Et maintenant, nous allions affronter les conséquences ensemble, en tant que famille. Une famille brisée, certes, mais une famille qui avait une chance de se reconstruire sur des bases solides, des bases de vérité et de pardon. La nuit était profonde, mais une lueur d'espoir brillait à l'horizon, une promesse de jours meilleurs. Le chemin serait long, mais je n'étais plus seul. Et ça, c'était le plus important.